Elle a conclu la plus grande affaire de l'histoire de l'entreprise. Mais le millionnaire l'a licenciée sans pitié le lendemain. Humiliée, elle a disparu de la circulation et tout le monde s'est moqué d'elle. Une semaine plus tard, il l'a suppliée à genoux en la revoyant. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Sophie ajusta sa veste pour la 3e fois, tout en observant son reflet dans l'ascenseur des entreprises Legrand. L'immeuble de 40 étages s'élevait majestueusement au cœur du quartier financier de Paris, ses parois de verre reflétant le ciel matinal comme un géant endormi. Son cœur battait fort, mais ses mains restaient fermes. Elle devait afficher la même assurance qu'elle ressentait intérieurement. À 28 ans, après un parcours brillant dans des entreprises plus modestes et un MBA obtenu avec une bourse complète, sa chance était enfin arrivée. Le poste d'analyste senior en développement commercial chez Legrand n'était pas qu'une simple position. C'était la porte d'entrée vers le monde auquel elle avait toujours aspiré, même si ce monde semblait déterminé à la maintenir à distance. L'ascenseur s'arrêta au 38e étage. Les portes s'ouvrirent sur un environnement qui semblait tout droit sorti d'un film. Sol en marbre italien, œuvre d'art contemporain au mur et une vue panoramique sur la ville qui donnait à quiconque le sentiment d'être au sommet du monde. Sophie respira profondément et se dirigea vers la réception où une femme impeccablement vêtue l'attendait. « Mademoiselle Dubois, bienvenue chez Legrand, Monsieur Philippe vous attend. » Le nom complet était Philippe Legrand fils, PDG de l'entreprise et héritier de l'empire bâti par son père. Sophie ne le connaissait que par des photos dans les magazines économiques et des articles sur les plus grandes fortunes du pays. Maintenant, elle était sur le point de le rencontrer en personne. La salle de réunion était encore plus impressionnante que le reste de l'étage. Une table en verre occupait le centre de l'espace, entourée de cadres en costume impeccable. Sophie remarqua immédiatement qu'elle était la seule femme présente, et visiblement plus jeune que tous les autres. Philippe Legrand fils se leva pour la saluer. Grand, avec des cheveux grisonnants parfaitement coiffés, et un costume qui coûtait certainement plus que 6 mois de son précédent salaire, il dégageait une aura de pouvoir qui rendait l'air plus dense. « Sophie Dubois », dit-il, prononçant son nom avec une intonation presque imperceptible de dédain. « Votre CV est impressionnant. HEC Paris, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. MBA avec spécialisation en gestion stratégique et innovation. »« Fascinant. Et comment avez-vous réussi ?» La question portait un sous-texte que Sophie connaissait bien. Comment quelqu'un avec son nom, son origine, était-elle arrivée jusque-là? Elle maintint son sourire professionnel. « Bourse complète au mérite académique et professionnel, monsieur. J'étais première de ma promotion. » Le silence qui suivit fut rompu par Isabelle Moreau, vice-présidente des opérations, qui venait d'entrer dans la salle. Avec son nom traditionnel et les bonnes connexions, Isabelle représentait tout ce que cet environnement considérait comme approprié. « Philippe, nous devons commencer la présentation des chiffres du trimestre, » interrompit Isabelle, accordant à peine un regard à Sophie. La réunion se déroula avec Sophie présentant ses idées pour l'expansion de l'entreprise dans le secteur technologique. Ses recherches étaient impeccables, ses chiffres précis, ses projections réalistes mais ambitieuses. Elle pouvait sentir les regards surpris lorsqu'elle démontrait sa maîtrise de sujets que, clairement, ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle connaisse. À la fin, Philippe semblait sincèrement impressionné, bien qu'il tentât de ne pas le montrer. « Eh bien, mademoiselle Dubois, vous avez certainement fait vos devoirs. Nous allons donner une chance à votre enthousiasme. Vous commencerez lundi prochain sous la supervision d'Isabelle. » Sophie savait que ce moment n'était que le début. Alors qu'elle rangeait ses notes, elle capta un commentaire chuchoté entre 2 cadres, combien de temps avant qu'elle ne réalise que ce n'est pas sa place. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Sophie n'était pas là pour s'intégrer. Elle était là pour transformer. Son dossier contenait bien plus que des présentations et des chiffres. Il renfermait un projet ambitieux qui pourrait révolutionner le marché. Un accord qu'elle construisait silencieusement depuis des mois, avant même d'être embauchée. En quittant l'immeuble cet après-midi-là, Sophie regarda une dernière fois la tour de verre, qui serait désormais son champ de bataille. Son téléphone vibra. C'était un message d'Élise Dumont, PDG de la plus grande entreprise technologique du pays. « Félicitations pour ton embauche. Maintenant, nous pouvons vraiment commencer. » Sophie sourit. Ceux qui la sous-estimaient
n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Sa véritable négociation, celle qui changerait à jamais le jeu des affaires, ne faisait que commencer. Et elle possédait tous les éléments nécessaires pour entrer dans l'histoire. Non pas grâce à son nom de famille, mais par sa compétence inflexible et sa détermination inébranlable. Les premiers mois chez Legrand furent exactement comme Sophie l'avait prévu. Chaque matin apportait de nouveaux défis, non seulement professionnels, mais surtout sociaux. Les chuchotements dans les couloirs étaient subtils, mais audibles. Les réunions importantes oublièrent de l'inclure. Les déjeuners d'affaires se déroulaient sans invitation. C'était comme s'il existait un mur invisible entre elle et le reste de l'entreprise. Mais Sophie n'était pas là pour se faire des amis. Son attention était fixée sur un objectif plus grand et chaque petit obstacle ne faisait que renforcer sa détermination. Pendant la journée, elle remplissait ses obligations avec excellence, dépassant tous les objectifs établis. La nuit, elle travaillait sur son véritable projet, la négociation qui pourrait transformer Legrand en leader incontesté du marché technologique. Élise Dumont, PDG de Tech Avenir, était connue pour sa vision révolutionnaire et pour avoir construit de zéro la plus grande entreprise technologique du pays. Les deux femmes s'étaient rencontrées quelques mois auparavant lors d'un congrès sur l'innovation et avaient développé une connexion immédiate. Élise voyait en Sophie quelque chose de familier, la même faim de changement, la même disposition à défier le statu quo. « Nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur de Legrand », avait dit Élise lors de cette première conversation. « Quelqu'un qui comprenne notre vision et puisse construire des ponts. » Maintenant, Sophie était exactement où elle devait être. L'accord qu'elle développait était bien plus qu'un simple partenariat commercial. C'était une fusion technologique qui pourrait révolutionner le marché. Tech Avenir avait l'innovation. Legrand avait la structure. Ensemble, elles pourraient créer quelque chose sans précédent. Dans son petit bureau au 35e étage, Sophie maintenait un fichier numérique méticuleusement organisé avec chaque détail de la négociation. Chaque email échangé avec Élise était archivé avec une précision chirurgicale. Chaque conversation était documentée. Chaque chiffre était vérifié 3 fois. Isabelle Moreau, sa supérieure directe, dissimulait à peine son mépris. « Sophie, ma chère, disait-elle avec un sourire artificiel, ne vous emballez pas, trop avec de grands projets. Concentrez-vous d'abord sur vos tâches quotidiennes. » Ce qu'Isabelle ignorait, c'est que Sophie avait déjà accompli plus en 18 mois de travail silencieux que de nombreux cadres en années de réseautage sur les terrains de golf. La négociation avec Tech Avenir était pratiquement conclue, ne manquant que quelques détails finaux. Un après-midi, alors qu'elle organisait les derniers points du contrat, Sophie reçut une visite surprise dans son bureau. C'était Thomas, l'un des analystes les plus anciens de l'entreprise, quelqu'un qui, comme elle, était arrivé là par son propre mérite. « Sophie, je dois te dire quelque chose, » dit-il, fermant la porte. « J'ai entendu une conversation entre Isabelle et Philippe. Ils prévoient une restructuration plus importante que ce que nous imaginions. » Le cœur de Sophie s'accéléra, mais son visage resta impassible. Quel genre de restructuration? Le genre qui change tout l'échiquier. Ils envisagent de créer une nouvelle direction de l'innovation. Et devine quoi? Isabelle est pressentie pour la diriger. L'information était précieuse. Sophie savait que le timing était crucial. Elle devait finaliser l'accord avec Tech Avenir avant que toute restructuration puisse affecter ses plans. Mais il y avait autre chose en jeu. Elle devait s'assurer que son nom reste intrinsèquement lié au succès de la négociation. Ce soir-là, Sophie travailla tard, finalisant chaque détail du contrat. Le montant était historique, 80. C'est millions d'euros. Mais le plus important se trouvait entre les lignes, une clause qu'elle avait personnellement discutée avec Élise, garantissant que la gestion du projet resterait sous sa responsabilité directe. Pendant qu'elle révisait les documents, Sophie reçut un message d'Élise. « Tout est prêt de notre côté. Es-tu sûre de vouloir poursuivre? Tu sais qu'il n'y aura pas de retour en arrière. » Sophie regarda par la fenêtre de son bureau, observant les lumières de la ville qui ne dormait jamais. Elle se rappela toutes les fois où elle avait dû prouver sa valeur doublement, tous les regards de doute, tous les commentaires voilés. Elle pensa à sa famille, qui avait tant sacrifié pour qu'elle puisse étudier. Elle pensa à toutes les autres personnes qui, comme elle, méritaient une chance basée sur leur talent, pas sur leur nom de famille. « Absolument, répondit-elle. Il est temps de changer la donne. »
Ce que personne chez Legrand ne savait, c'est que Sophie n'était pas simplement en train de conclure un contrat. Elle orchestrait une révolution silencieuse qui ébranlerait les structures du monde des affaires. Et le meilleur de tout, elle avait documenté chaque étape du chemin, créant une trace impossible à ignorer ou à effacer. Le jour de la signature du contrat se leva avec une énergie différente dans les bureaux de Legrand. Sophie arriva plus tôt que d'habitude, son tailleur bleu marine impeccablement ajusté. Chaque détail de sa présentation personnelle méticuleusement pensé. Elle savait que ce serait un jour décisif. Élise Dumont arriverait à 10 heures pour la signature officielle du contrat de 80 millions. Les couloirs de l'entreprise bouillonnaient avec la nouvelle, bien que peu savaient qui avait réellement orchestré toute la négociation. Sophie observait avec un mélange d'amusement et de stratégie comment Isabelle Moreau circulait dans les étages, agissant comme si le mérite était exclusivement le sien. « Sophie, ma chère », s'approcha Isabelle avec son sourire artificiel caractéristique. « J'ai besoin des rapports finaux de Tech Avenir sur mon bureau dans une demi-heure. Et s'il vous plaît, organisez les dossiers de la salle de réunion. Nous recevons des visites importantes aujourd'hui. » « Bien sûr, Isabelle, » répondit Sophie, maintenant son expression neutre. Ce que sa supérieure ignorait, c'est qu'Élise Dumont avait fait une demande spécifique la veille au soir. Sophie devait être présente à la réunion de signature. À 9h45, alors qu'elle organisait les derniers détails, Sophie reçut un message sur son téléphone. C'était de Nicolas, l'un des développeurs de Tech Avenir qui était devenu son allié durant les négociations. « Élise est en route. Elle a révisé le fichier que tu as envoyé hier soir. Elle dit que c'est parfait. » Le fichier en question était plus qu'une simple documentation. C'était un registre détaillé de chaque conversation, chaque décision et chaque accord verbal fait au cours des 18 derniers mois. Sophie avait été minutieuse dans sa documentation, enregistrant discrètement les réunions importantes, archivant les emails cruciaux et tenant un journal numérique horodaté de chaque interaction pertinente. À 10 heures précises, Élise Dumont franchit les portes de Legrand avec la présence marquante qui la caractérisait. À 45 ans, elle était l'incarnation de la réussite féminine dans le monde de la technologie. Contrairement aux dirigeantes traditionnelles, Élise ne s'efforçait pas de s'adapter aux standards masculins du marché. Ses cheveux naturellement grisonnants et son style moderne mais confortable étaient sa marque de fabrique. « Sophie !» s'exclama Élise en la voyant, ignorant complètement Isabelle qui s'approchait pour l'accueillir. « Quel plaisir de te voir. Nous avons beaucoup à célébrer aujourd'hui. » Le visage d'Isabelle se transforma en un masque de malaise. Philippe, le grand-fils, qui venait d'arriver sur les lieux, observait la scène avec une expression intriguée. La réunion de signature fut établie dans la salle principale, avec vue sur la ville. Pendant que les avocats révisaient les derniers détails, Élise tint à s'asseoir à côté de Sophie, conversant avec animation sur les prochaines étapes du projet. « Comme je l'ai dit à Sophie depuis le début, » commenta Élise à voix haute, « ce partenariat n'a été possible que grâce à sa vision stratégique. Sa compréhension unique du marché technologique a été fondamentale. » Philippe et Isabelle échangèrent des regards tendus. Il n'était pas prévu que Sophie reçoive un quelconque crédit pour la négociation. En fait, ils avaient déjà décidé qu'après la signature, Isabelle prendrait entièrement en charge le projet dans le cadre de la nouvelle direction de l'innovation. Sophie restait sereine, observant chaque réaction, chaque mouvement. Elle savait que le véritable test était encore à venir. Dans son sac, un petit dispositif d'enregistrement captait chaque mot de cette réunion, non par paranoïa, mais par précaution. Lorsque tous les documents furent enfin signés, Élise se leva pour faire un bref discours. « C'est un moment historique pour nos deux entreprises. Et je tiens à préciser que ma confiance repose non seulement sur le contrat lui-même, mais sur les personnes qui l'ont rendu possible. En particulier sur la vision et la compétence de Sophie Dubois. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Philippe le grand-fils tenta d'intervenir, mentionnant toute l'équipe de Legrand. Mais Élise l'interrompit gentiment. « Bien sûr, Philippe, mais vous devez savoir que Sophie sera fondamentale pour le succès de ce partenariat. En fait, cela a été établi dans nos conversations préliminaires. Vous avez certainement reçu les emails à ce sujet, n'est-ce pas ?» Sophie observa le visage de Philippe pâlir légèrement. Elle savait qu'il n'avait pas lu la moitié des emails échangés pendant la négociation, déléguant tout à ses assistants.
Ce qu'il ignorait, c'est que chacun de ces emails non répondus deviendrait une pièce cruciale dans le puzzle qu'elle était en train de monter. À la fin de la réunion, alors que tous se dirigeaient vers le cocktail de célébration, Sophie reçut un autre message de Nicolas. Première phase terminée. Élise est impressionnée. Mais attention, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles de grands changements sont sur le point d'arriver chez Legrand. Sophie rangea son téléphone avec un sourire discret. Les changements arrivaient effectivement, mais pas de la façon dont il l'imaginait. Son plan commençait à peine à se dérouler, et chaque pièce était exactement où elle devait être. Dans la semaine qui suivit la signature du contrat, l'ambiance chez Legrand était électrisée. Les couloirs bourdonnaient de rumeurs sur la restructuration imminente, et le nom d'Isabelle Moreau était constamment mentionné comme future directrice de l'innovation. Sophie, quant à elle, maintenait sa routine apparemment inchangée, arrivant tôt et partant tard, toujours concentrée sur ses rapports et ses tableaux. Ce que personne ne percevait, c'est que derrière son apparente tranquillité, Sophie exécutait la deuxième phase de son plan méticuleusement élaboré. Chaque soir, après que la majorité des employés étaient partis, elle consacrait des heures à organiser une documentation parallèle, pas seulement du projet avec Tech Avenir, mais de tous les cas de discrimination voilée et de favoritisme dont elle avait été témoin au cours des 18 derniers mois. Dans son bureau, Sophie recevait des visites discrètes d'autres employés qui, comme elle, se sentaient marginalisés par la culture d'entreprise de Legrand. Anne, une analyste brillante qui avait été écartée lors de 3 promotions consécutives. Marc, un chef de projet dont les idées innovantes étaient systématiquement ignorées lors des réunions de direction. Claire, une développeuse qui gagnait moins que ses collègues masculins avec moins d'expérience. « Je n'en peux plus, Sophie », se confia Anne durant l'une de ces conversations. « Je viens de découvrir que Julien, qui est arrivé après moi et qui a la moitié de mon expérience, a été promu au poste que je briguais. » Sophie écoutait attentivement, prenant des notes mentales. Chaque histoire renforçait le schéma qu'elle documentait. « Continue à faire ton travail comme toujours, Anne, et conserve tous les emails et documents liés à ces décisions. Fais-moi confiance. » Pendant ce temps, sa communication avec Élise Dumont restait intense, bien que discrète. Les 2 femmes échangeaient des messages quotidiens sur l'avancement du projet, et Sophie prenait soin de mettre Isabelle en copie de tous les emails officiels, une courtoisie professionnelle qui, elle le savait, serait importante plus tard. Un jeudi particulièrement agité, Sophie remarqua une agitation inhabituelle à l'étage de la direction. Thomas, son allié de longue date, passa par son bureau avec une expression préoccupée. « Je sors d'une réunion avec les RH », chuchota-t-il. « Ils préparent une grande réorganisation pour la semaine prochaine. Et Sophie, ton nom était sur une liste. » Sophie acquiesça calmement. « Quel genre de liste, Thomas ?»« Le genre où personne ne veut figurer. Mais il y a quelque chose d'étrange. J'ai vu Isabelle discuter vivement avec Philippe après la réunion. Il semblerait qu'Élise Dumont ait fait une sorte d'exigence qui complique leur plan. » Cette information était cruciale. Sophie savait qu'Élise avait été claire concernant sa participation au projet, mais maintenant la PDG de Tech Avenir augmentait apparemment la pression. C'était le moment d'accélérer ses propres mouvements. Ce soir-là, Sophie envoya un email apparemment innocent à toute la direction de Legrand, y compris Philippe. L'objet était simple. Mise à jour sur l'implémentation du projet Tech Avenir. Dans le corps du message, elle incluait un rapport détaillé de tout ce qui avait été fait jusque-là, avec une emphase particulière sur les communications antérieures qui mentionnaient son leadership dans le projet. Pendant ce temps, sur son ordinateur personnel, elle finalisait un document très différent, une analyse complète de la culture d'entreprise de Legrand, appuyée par des dizaines de témoignages anonymes, d'emails archivés et d'enregistrements, de réunions. Le document n'était pas une arme de destruction, c'était un outil de transformation. Parfois, pour construire quelque chose de nouveau, il faut exposer les fissures dans l'ancienne fondation, avait dit Élise lors d'une de leurs premières conversations. Ces paroles résonnaient maintenant dans l'esprit de Sophie alors qu'elle révisait chaque page de sa documentation. Sur son bureau, le téléphone vibra avec un message d'Élise. « Réunion extraordinaire programmée pour lundi. Tous les directeurs de Tech Avenir seront présents. Es-tu prête ?» Sophie regarda par la fenêtre de son bureau, observant les lumières de la ville qui commençaient à s'allumer. Quelque part dans cette mer d'immeubles, des décisions étaient prises concernant son avenir professionnel. Mais, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette tour de verre,
Elle n'était pas préoccupée par ses décisions. « Plus qu'il ne l'imagine », répondit-elle à Élise. Le week-end serait crucial. Sophie savait que lundi, le jeu changerait complètement. Tandis qu'elle rangeait ses affaires, elle remarqua Isabelle quittant précipitamment le bureau, portant un dossier avec le logo des RH. La vice-présidente pouvait difficilement imaginer que sa hâte à résoudre la situation serait exactement le catalyseur dont Sophie avait besoin pour son prochain coup. Le lundi se leva avec une énergie différente chez Legrand. Sophie arriva plus tôt que d'habitude, vêtue de son meilleur ensemble, un cadeau qu'elle s'était offert le jour de la signature du contrat avec Tech Avenir. En entrant dans son bureau, elle trouva une enveloppe blanche sur sa table. À l'intérieur, une note concise demandant sa présence en salle de réunion à 9 heures. Le 38e étage était silencieux quand elle sortit de l'ascenseur. À la réception, la même secrétaire qui l'avait accueillie 18 mois plus tôt évitait maintenant son regard. Sophie sourit intérieurement. Les rumeurs devaient déjà circuler. En entrant dans la salle de réunion, elle trouva Philippe, le grand-fils, Isabelle Moreau et 2 représentants du département juridique. Le dossier avec le logo RH était placé au centre de la table en verre, comme une sentence pas encore prononcée. « Sophie, veuillez vous asseoir. » Philippe gesticula avec sa fausse cordialité habituelle. « Nous avons quelques sujets importants à discuter. » Avant que Sophie ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. Élise Dumont entra, suivie par son équipe juridique, et Nicolas, le développeur devenu allié crucial de Sophie. « J'espère ne pas être en retard », commenta Élise, son ton décontracté contrastant avec la tension évidente dans la pièce. « Philippe, ça ne vous dérange pas que je participe à cette réunion, n'est-ce pas? Après tout, nous avons des intérêts significatifs en jeu ici. » Le visage de Philippe montra brièvement sa surprise avant de retrouver sa composition. « Élise, nous ne nous attendions pas. C'est une réunion interne de Legrand. »« Oh, mais cela me semble directement lié à nos intérêts, » répondit Élise, s'asseyant à côté de Sophie, particulièrement compte tenu des clauses spécifiques de notre récent contrat. Isabelle bougea inconfortablement sur sa chaise. Sophie maintint son expression neutre, bien qu'intérieurement elle savourait chaque seconde de ce moment. Philippe s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Bien, puisque nous sommes tous ici, Sophie, dans le cadre de notre restructuration organisationnelle, nous avons décidé que votre profil serait mieux exploité dans d'autres opportunités ?» interrompit Élise. « Intéressant. Parce que justement hier soir, j'ai relu certains emails très spécifiques concernant le rôle de Sophie dans ce projet. Nicolas, pourriez-vous, s'il vous plaît ?» Nicolas ouvrit son ordinateur portable et projeta sur l'écran une série d'emails, échangés pendant la négociation. En évidence des communications explicites sur la condition de Sophie comme gestionnaire principal du projet. « Mais ce ne sont que des communications préliminaires, » tenta d'argumenter Isabelle. « Le contrat final ne spécifie pas. »« Ah mais si, » intervint finalement Sophie, sa voix calme et contrôlée. « Dans la clause 47, sous article B, il y a une référence directe aux conditions établies dans les communications antérieures. Et toutes ces communications ont été dûment enregistrées et archivées. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie ouvrit son propre dossier et commença à distribuer des copies d'un document. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Philippe, sa voix trahissant une note d'inquiétude. « Une analyse détaillée de la culture d'entreprise de Legrand ces 18 derniers mois, y compris des cas documentés de discrimination, de harcèlement moral et de décisions de promotion discutables, tout avec date, nom et preuves concrètes. » Isabelle pâlit visiblement. « C'est une menace ?» Non, Isabelle, c'est de la transparence. Quelque chose que vous prisez tant dans vos valeurs d'entreprise, n'est-ce pas? Élise sourit discrètement en feuilletant le document. Travail impressionnant, Sophie. Très méticuleux. Philippe, je pense que nous devons reconsidérer certaines décisions ici. Philippe, le grand-fils, se trouvait dans une position impossible. Le contrat avec Tech Avenir était crucial pour l'entreprise. 80 millions d'euros et un partenariat stratégique qui pourrait définir l'avenir de Legrand. Et maintenant, il avait entre les mains un document qui pourrait dévaster la réputation de l'entreprise s'il était rendu public. « Que voulez-vous exactement, Sophie ?» demanda-t-il, sa voix maintenant dépourvue de toute prétention de supériorité. Sophie se pencha en avant
ses yeux fixés dans les siens. Ce que j'ai toujours voulu depuis le premier jour, une chance équitable. Pas seulement pour moi, mais pour tous les professionnels talentueux qui ont été systématiquement marginalisés dans cette entreprise. Et si nous refusons, tenta Isabelle dans un dernier mouvement. Alors, intervint Élise, Tech Avenir devra sérieusement reconsidérer ce partenariat, et je crois que le marché serait très intéressé d'en connaître la raison. L'horloge murale indiquait 9h47, quand Philippe le grand-fils céda finalement. Très bien, que proposez-vous? Sophie sourit, ouvrant son dossier pour révéler un nouveau document, son véritable plan pour transformer le grand, non pas par la destruction, mais par le renouveau. Le jeu avait changé, et maintenant c'était elle qui dictait les règles. La nouvelle se répandit dans les couloirs de Legrand comme une traînée de poudre. En moins de 24 heures après la réunion, l'annonce officielle fut faite. Sophie Dubois serait la nouvelle directrice de l'innovation et de la transformation numérique, un poste nouvellement créé qui combinait la direction de l'innovation, promise avec des responsabilités encore plus larges. Mais la véritable révolution ne faisait que commencer. Le document que Sophie avait présenté n'était pas seulement une proposition de changement organisationnel, c'était un plan complet de transformation culturelle. Chaque page avait été soigneusement élaborée, basée non seulement sur ses propres expériences, mais sur les dizaines de témoignages et de cas qu'elle avait collectés au fil des mois. C'est une réunion interne de Legrand. « Oh, mais cela me semble directement lié à nos intérêts », répondit Élise, s'asseyant à côté de Sophie, particulièrement compte tenu des clauses spécifiques de notre récent contrat. Isabelle bougea inconfortablement sur sa chaise. Sophie maintint son expression neutre, bien qu'intérieurement elle savourait chaque seconde de ce moment. Philippe s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Bien, puisque nous sommes tous ici, Sophie, dans le cadre de notre restructuration organisationnelle, nous avons décidé que votre profil serait mieux exploité dans d'autres opportunités ?» interrompit Élise. « Intéressant. Parce que justement hier soir, j'ai relu certains emails très spécifiques concernant le rôle de Sophie dans ce projet. Nicolas, pourriez-vous, s'il vous plaît ?» Nicolas ouvrit son ordinateur portable et projeta sur l'écran une série d'emails, échangés pendant la négociation. En évidence des communications explicites sur la condition de Sophie comme gestionnaire principal du projet. « Mais ce ne sont que des communications préliminaires, tenta d'argumenter Isabelle. Le contrat final ne spécifie pas. Ah mais si, intervint finalement Sophie, sa voix calme et contrôlée. Dans la clause 47, sous article B, il y a une référence directe aux conditions établies dans les communications antérieures. Et toutes ces communications ont été dûment enregistrées et archivées. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie ouvrit son propre dossier et commença à distribuer des copies d'un document. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Philippe, sa voix trahissant une note d'inquiétude. Une analyse détaillée de la culture d'entreprise de Legrand ces 18 derniers mois, y compris des cas documentés de discrimination, de harcèlement moral et de décisions de promotion discutables, tout avec date, nom et preuves concrètes. Isabelle pâlit visiblement. « C'est une menace ?» Non, Isabelle, c'est de la transparence. Quelque chose que vous prisez tant dans vos valeurs d'entreprise, n'est-ce pas ? Élise sourit discrètement en feuilletant le document. Travail impressionnant, Sophie. Très méticuleux. Philippe, je pense que nous devons reconsidérer certaines décisions ici. Philippe le grand-fils se trouvait dans une position impossible. Le contrat avec Tech Avenir était crucial pour l'entreprise. 80 millions d'euros et un partenariat stratégique qui pourrait définir l'avenir de Legrand. Et maintenant, il avait entre les mains un document qui pourrait dévaster la réputation de l'entreprise s'il était rendu public. « Que voulez-vous exactement, Sophie ?» demanda-t-il, sa voix maintenant dépourvue de toute prétention de supériorité. Sophie se pencha en avant, ses yeux fixés dans les siens. « Ce que j'ai toujours voulu depuis le premier jour, une chance équitable. Pas seulement pour moi, mais pour tous les professionnels talentueux qui ont été systématiquement marginalisés dans cette entreprise. Et si nous refusons ?» tenta Isabelle dans un dernier mouvement. « Alors, intervint Élise, Tech Avenir devra sérieusement reconsidérer ce partenariat, et je crois que le marché serait très intéressé d'en connaître la raison. » L'horloge murale indiquait 9h47, quand Philippe le grand-fils céda finalement. «
Très bien, que proposez-vous? Sophie sourit, ouvrant son dossier pour révéler un nouveau document, son véritable plan pour transformer le grand, non pas par la destruction, mais par le renouveau. Le jeu avait changé, et maintenant c'était elle qui dictait les règles. La nouvelle se répandit dans les couloirs de Legrand comme une traînée de poudre. En moins de 24 heures après la réunion, l'annonce officielle fut faite. Sophie Dubois serait la nouvelle directrice de l'innovation et de la transformation numérique, un poste nouvellement créé qui combinait la direction de l'innovation, promise avec des responsabilités encore plus larges. Mais la véritable révolution ne faisait que commencer. Le document que Sophie avait présenté n'était pas seulement une proposition de changement organisationnel, c'était un plan complet de transformation culturelle. Chaque page avait été soigneusement élaborée, basée non seulement sur ses propres expériences, mais sur les dizaines de témoignages et de cas qu'elle avait collectés au fil des mois. Sophie observa les réactions. Quelques sourires d'approbation, d'autres regards d'inquiétude. Mais le plus intéressant fut l'expression d'Isabelle Moreau, qui montrait maintenant un mélange de respect et de curiosité. Après la réunion, Élise Dumont attendait Sophie dans son bureau. Impressionnant comme toujours, mais tu sais qu'ils vont tenter d'autres manœuvres, n'est-ce pas? Sophie acquiesça, regardant par la fenêtre le coucher de soleil qui teintait le ciel de Paris d'orange. Bien sûr qu'ils vont essayer, et c'est exactement pourquoi la prochaine étape de notre plan est encore plus importante. Le programme de mentorat international, demanda Élise, un sourire entendu sur son visage. Exactement, parce que parfois, pour vaincre les résistances internes, nous devons apporter des perspectives externes. Et je suis sûr que nos amis, conservateurs, adoreront expliquer leur position à des dirigeants d'entreprises mondiales. La journée se terminait avec Sophie révisant les derniers détails du nouveau programme. Sur son bureau, à côté du magazine avec sa photo en couverture, se trouvait un petit cadre avec une phrase que sa grand-mère répétait toujours « Le changement est comme l'eau. Il peut rencontrer de la résistance, mais trouve toujours son chemin ». La mise en œuvre du programme de mentorat international de Legrand commença à générer des résultats surprenants dès les premières semaines. Sophie avait stratégiquement associé des dirigeants traditionalistes avec des mentors d'entreprises mondiales connues pour leurs cultures innovantes. Le choc culturel générait des transformations inattendues. François Mercier, l'opposant le plus féroce au changement, fut désigné pour travailler avec Sarah Wong, PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques d'Asie. Après quelques sessions de mentorat, quelque chose commença à changer dans son attitude. « Tu sais, Sophie, commenta-t-il lors d'un petit déjeuner exécutif, Sarah m'a raconté comment son entreprise a failli faire faillite il y a 5 ans pour avoir refusé d'adapter sa culture. C'est une histoire intéressante. » Sophie dissimula un sourire en servant plus de café. La transformation de François n'était pas un accident. Elle avait soigneusement recherché le profil de Sarah Wong, sachant que son histoire de dépassement, de défis similaires, pourrait avoir un impact positif sur le dirigeant. Pendant ce temps, un mouvement intéressant commençait à se former dans les niveaux intermédiaires de l'entreprise. Les employés qui craignaient auparavant d'exprimer leurs idées s'organisaient maintenant en groupes d'innovation spontanée. Claire, la développeuse qui avait lutté pour l'égalité salariale, dirigeait désormais un comité de diversité technologique qui révolutionnait les processus de recrutement. C'est incroyable comme les gens se transforment quand ils sentent qu'ils ont une voix, commenta Isabelle lors d'une réunion de direction. L'ancienne rivale de Sophie était devenue une alliée inattendue, surtout après sa propre expérience avec le programme de mentorat international. Le moment le plus surprenant vint toutefois lors d'une présentation aux investisseurs. Philippe Legrand-Fils présentait les résultats du trimestre lorsque quelque chose d'inédit se produisit. « Notre transformation culturelle », déclara-t-il, sa voix portant une fierté sincère, n'est pas seulement une initiative RH, c'est notre avantage concurrentiel le plus précieux. Et tout le mérite revient à quelqu'un qui nous a appris que l'innovation ne concerne pas seulement la technologie, mais les personnes. Sophie, assise au premier rang, sentit tous les regards se tourner vers elle, mais son attention était focalisée sur un groupe spécifique de dirigeants internationaux qui avaient spécialement fait le déplacement pour cette présentation. Après l'événement, Élise Dumont s'approcha avec un sourire énigmatique. « Je pense qu'il est temps de leur parler de la prochaine phase. » Sophie acquiesça. Le succès de Legrand avait attiré l'attention d'un consortium international d'entreprises technologiques.
Il ne voulait pas seulement faire des affaires, il voulait apprendre du modèle de transformation culturelle que Sophie avait développé. « Mais avant, répondit Sophie, nous devons consolider quelque chose ici. » Elle ouvrit son ordinateur portable, montrant à Élise un document intitulé « Programme d'accélération des talents divers ». Les changements mis en œuvre chez Legrand avaient créé des vagues qui allaient bien au-delà des couloirs de l'entreprise. La presse spécialisée commençait à relayer la transformation de l'entreprise et d'autres sociétés du marché observaient attentivement chaque mouvement. Un matin particulièrement agité, Sophie trouva sur son bureau le dernier numéro du principal magazine économique du pays. En couverture, un titre accrocheur, « La révolution silencieuse de Legrand. Comment une jeune dirigeante redéfinit la culture d'entreprise française. » « Pas si silencieuse que ça, n'est-ce pas ?» commenta Élise Dumont, qui était arrivée pour une de ses fréquentes visites chez Legrand. « Tu remues des structures très anciennes, Sophie, et certaines personnes n'en sont pas heureuses. » En effet, la résistance au changement commençait à se manifester de façon plus subtile et organisée. Un groupe d'anciens dirigeants, mené par François Mercier, membre du conseil et ami proche de la famille Legrand, avait commencé à questionner systématiquement chaque nouvelle initiative. « Nous devons discuter des coûts de ces changements », qu'argumenta François lors d'une réunion du conseil. « Ce nouveau programme de développement des talents, par exemple, est-il vraiment nécessaire d'investir autant dans des employés qui peuvent quitter l'entreprise à tout moment ?» Sophie garda son calme caractéristique tout en ouvrant sa présentation. « Intéressant que vous mentionniez les coûts, François. Ces 3 derniers mois depuis la mise en œuvre du programme, notre taux de rétention des talents a augmenté de 47%. Le coût de remplacement des employés, qui nous coûtait auparavant des millions par an, a diminué de moitié. Les chiffres ne pouvaient être contestés, mais la résistance persistait. Sophie découvrit que certains managers retardaient délibérément la mise en œuvre des nouvelles politiques dans leur département, maintenant d'anciennes pratiques sous de nouveaux noms. C'est alors qu'Anne, maintenant responsable des projets spéciaux, apporta une information préoccupante. « Sophie, j'ai découvert que des emails circulent entre certains directeurs. Ils prévoient de présenter un rapport au conseil remettant en question la viabilité financière de tes changements. » Sophie sourit, surprenant Anne. « Ils pensent vraiment que je n'ai pas prévu cela. » Ouvrant un dossier sur son ordinateur, elle montra un document détaillé avec tous les résultats financiers des nouvelles initiatives, incluant des projections pour les 5 prochaines années. « Ce qu'ils n'ont pas encore compris, » expliqua Sophie, « c'est que la transparence n'est pas seulement une belle valeur à afficher au mur. C'est un outil stratégique. » Cet après-midi-là, Sophie convoqua une réunion extraordinaire avec toute la direction de l'entreprise. La salle de conférence du 40e étage était bondée et les tensions étaient palpables. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle sa voix ferme et claire, « ces 3 derniers mois, nous avons mis en œuvre des changements significatifs chez Legrand. Certains d'entre vous ont embrassé ces changements, d'autres ont résisté. Aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose d'intéressant. » Sur l'écran principal apparurent des graphiques et des chiffres, non seulement les résultats financiers positifs, mais aussi des comparaisons avec d'autres entreprises du secteur, qui maintenaient encore des modèles traditionnels de gestion. Voici Vertex Corp. Sophie pointa vers un graphique en baisse. Elle a maintenu sa structure traditionnelle. Elle a perdu 30% de parts de marché l'année dernière. Et ici, Global Tech, qui a mis en œuvre des changements similaires aux nôtres il y a 2 ans. Croissance constante de 25% par an. François Mercier bougea inconfortablement sur sa chaise. Mais notre entreprise a des traditions. Les traditions sont importantes, interrompit doucement Sophie. Mais savez-vous ce qui est plus important? La survie, l'adaptation, l'évolution. Et les chiffres montrent que les entreprises qui ne s'adaptent pas disparaissent simplement. Philippe Legrand-fils, qui observait tout en silence, se manifesta finalement. Sophie a raison, et j'ai quelque chose à ajouter. Il se leva, marchant jusqu'à l'avant de la salle. Le conseil vient d'approuver l'extension du programme de transformation culturelle à toutes les filiales du groupe. Le brouhaha dans la salle fut instantané. Le programme était révolutionnaire. Un partenariat entre Legrand, Tech Avenir et 5 autres grandes entreprises pour identifier et développer des talents issus de groupes traditionnellement marginalisés dans le monde des affaires. Ce n'était pas seulement un projet de responsabilité sociale, c'était une réinvention complète du vivier de talents du marché. « Philippe a déjà approuvé ?» demanda Élise, surprise.
Mieux encore, sourit Sophie. C'était son idée. Il semble que nos graines donnent des fruits sur des terrains inattendus. Ce soir-là, en organisant les derniers détails du nouveau programme, Sophie reçut une visite surprise. C'était Thomas, portant un vieux dossier. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il, ouvrant le dossier pour révéler le premier projet que Sophie avait présenté en entrant dans l'entreprise. « Je l'ai trouvé dans les archives. Déjà à cette époque, tu parlais de transformation culturelle. Personne ne t'a prise au sérieux. » Sophie prit les papiers, se souvenant de la nervosité de ce premier jour. « Les meilleures révolutions, commenta-t-elle, sont celles qui commencent comme des murmures et se terminent comme des symphonies. » À l'extérieur de son bureau, le bourdonnement de l'entreprise en transformation continuait. Des groupes de travail discutaient de nouveaux projets, des mentors internationaux participaient à des visioconférences et une nouvelle génération de leaders commençait à émerger, non par leur nom de famille ou leur connexion, mais par leur talent et leur dévouement. Le Grand devenait un cas d'étude en transformation d'entreprise, et Sophie savait que ce n'était que le début. Les résistances existaient encore, mais elles étaient désormais comme des vagues se brisant contre un rocher solide. Elles pouvaient faire du bruit, mais ne menaçaient plus la structure. L'auditorium de la plus grande conférence sur l'innovation d'entreprise du pays était comble. Sophie observait depuis les coulisses, tandis qu'Élise Dumont terminait sa présentation sur la transformation d'entreprise. Au premier rang, les PDG des plus grandes entreprises de France prenaient attentivement des notes. « Et maintenant, » annonça Élise avec un sourire, « j'aimerais appeler sur scène la personne qui n'a pas seulement révolutionné l'une des entreprises les plus traditionnelles du pays, mais qui redéfinit ce que signifie le leadership au XXIe siècle. Sophie Dubois, s'il vous plaît. » Les applaudissements étaient différents de ceux que Sophie entendait habituellement dans les réunions d'entreprise. Il y avait quelque chose de plus, une énergie de changement, une reconnaissance que quelque chose de plus grand se produisait sur le marché. « Quand j'ai commencé chez Legrand, débuta Sophie dans son discours, beaucoup m'ont dit que certaines choses ne changent jamais, que les structures de pouvoir sont immuables, que la tradition l'emporte toujours sur l'innovation. » Elle fit une pause stratégique. « Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. » Sur l'écran derrière elle commencèrent à apparaître des données impressionnantes. Legrand n'avait pas seulement multiplié sa valeur marchande ces derniers mois, elle était devenue une référence en pratique de gestion innovante. Le programme de mentorat international avait maintenant une liste d'attente de dirigeants souhaitant y participer, y compris des PDG d'entreprises traditionnelles. Mais le plus intéressant, poursuivit Sophie, c'est ce qui se passe au-delà des murs de Legrand. Elle montra alors quelque chose que peu sur le marché avaient remarqué. D'autres entreprises commençaient à répliquer le modèle de transformation culturelle qu'elle avait développé. Global Tech, l'un des plus grands concurrents de Legrand, avait récemment annoncé une restructuration complète de sa politique de ressources humaines, utilisant des directives étonnamment similaires. Pendant la pause de la conférence, Sophie fut abordée par Marie Laurent, PDG de l'une des plus grandes banques du pays. « Nous devons parler, » dit Marie sans détour. « Ce que vous avez fait chez Legrand, nous en avons besoin dans le secteur financier. » C'était exactement le type de conversation que Sophie attendait. Ces derniers mois, elle avait reçu des dizaines d'invitations pour des consultations, des offres de millions pour changer d'entreprise, des propositions pour écrire, des livres. Mais son plan était différent. De retour à son bureau chez Legrand, Sophie réunit son équipe la plus proche. Anne, maintenant directrice du développement des talents, Marc, qui dirigeait le département d'innovation, et Claire, récemment promue responsable de la technologie. « Ce que nous sommes sur le point de faire, » expliqua Sophie, ouvrant une présentation sur son ordinateur portable, va bien au-delà de la consultation d'entreprise. Nous créons un mouvement. Le projet qu'elle présenta était audacieux. Un institut indépendant dédié à promouvoir la transformation culturelle dans les grandes entreprises. Ce ne serait pas seulement un centre de formation, mais un centre d'innovation en gestion, combinant recherche académique et pratique de marché. Et le plus important, souligna Sophie, il sera totalement indépendant, sans entrave corporative, sans pression d'actionnaires, seulement un engagement envers le changement réel. Élise Dumont, qui participait à la réunion par visioconférence, sourit. Tech Avenir veut être le premier partenaire officiel. Et nous avons déjà 5 autres entreprises intéressées.
Philippe le grand-fils, qui avait demandé à participer à la présentation, surprit tout le monde par son commentaire. « Le grand ne veut pas être simplement partenaire. Nous voulons être les principaux investisseurs. » Sophie observa l'homme qui représentait auparavant tout ce qu'elle voulait changer dans le monde des affaires. Sa transformation était peut-être le plus grand témoignage du pouvoir du changement culturel. « Savez-vous ce qui est le plus ironique ?» poursuivit Philippe. « Il y a un an, j'aurais dit que c'était de la folie, que les entreprises ne changent pas leur culture du jour au lendemain. Maintenant, je comprends que j'avais tort. Elles changent, nous changeons, et nous devons aider d'autres à changer aussi. » Le brouhaha dans la salle était de pure énergie. Chaque personne présente avait sa propre histoire de transformation, son propre parcours de découverte de potentiel. Et maintenant, ils étaient sur le point d'amplifier cet impact pour tout le marché. Ce soir-là, après que tout le monde fut parti, Sophie resta dans son bureau à réviser le projet de l'Institut. Son téléphone ne cessait de recevoir des messages, PDG, dirigeants, journalistes, tous voulant en savoir plus sur les faits. Le grand, comme la presse avait surnommé le phénomène. Un email en particulier attira son attention. Il venait d'une jeune dirigeante d'une entreprise traditionnelle du sud de la France. « Votre histoire m'a donné le courage de proposer des changements dans mon entreprise. La semaine dernière, j'ai présenté un projet de transformation culturelle à la direction. Ils l'ont approuvé. L'impossible a commencé à sembler possible. » Sophie sourit, se rappelant son propre parcours. La transformation qui avait commencé dans une salle de réunion de Legrand se répandait maintenant comme des ondes dans un lac, touchant des vies et des organisations bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Sur son bureau, à côté du projet du nouvel institut, se trouvait la dernière édition d'un magazine économique. Le titre disait « La révolution silencieuse. Comment une dirigeante transforme l'ADN du marché français ». Sophie savait que ce n'était que le début. Le lancement de l'Institut de transformation globale, ITG, eut lieu par une matinée ensoleillée de printemps. L'événement, organisé dans le nouveau campus durable construit spécialement pour l'Institut, réunissait des leaders d'entreprises, des universitaires et des professionnels de tout le pays. Sophie, vêtue d'un ensemble moderne qui reflétait la nouvelle ère d'entreprise qu'elle aidait à construire, observait avec satisfaction l'auditorium comble. Au premier rang, des visages familiers. Élise Dumont, Philippe le grand-fils, Marie, Laurent du secteur bancaire et une dizaine d'autres PDG qui s'étaient embarqués dans le projet. « Quand nous parlons de transformation d'entreprise, » commença Sophie dans son discours d'ouverture, « nous ne parlons pas seulement de métriques, de processus ou de structures organisationnelles. Nous parlons de personnes, de potentiel, d'avenir. L'ITG n'était pas simplement un centre de formation pour cadres. C'était un laboratoire vivant d'innovation en gestion où les meilleures pratiques de Legrand et d'autres entreprises partenaires seraient étudiées, améliorées et partagées. Le premier programme que nous lançons aujourd'hui, continua Sophie, est les leaders de demain. Un projet qui identifiera et développera des talents diversifiés dans des entreprises de tout le pays, avec un accent particulier sur les professionnels qui font traditionnellement face à des barrières dans l'environnement d'entreprise. Anne, maintenant directrice des programmes de l'ITG, présenta les chiffres initiaux. Plus de 1000 inscriptions dans les premiers jours, des partenariats avec 50 grandes entreprises et un engagement d'investissement qui dépassait toutes les attentes. Pendant la pause café, Sophie fut abordée par Isabelle Moreau, qui dirigeait maintenant le programme de mentorat international de Legrand. « Tu sais ce qui est le plus impressionnant ?» commenta Isabelle. « Comment tout cela a commencé par un simple refus d'accepter le statu quo. En effet, le parcours avait été extraordinaire. Ce qui avait commencé comme une bataille personnelle pour la reconnaissance s'était transformé en un mouvement national pour le changement d'entreprise. L'effet Legrand était étudié dans les écoles de commerce, discuté dans des conférences internationales et répliqué dans des entreprises de différents secteurs. Élise Dumont, qui était devenue l'une des principales conseillères de l'Institut, partagea une nouvelle surprenante pendant le déjeuner. Le Forum économique mondial veut présenter le modèle de l'ITG comme étude de cas mondiale. Ils sont particulièrement intéressés par l'impact que nous avons sur les indicateurs de diversité et d'innovation. Mais tout n'était pas rose. La croissance rapide de l'Institut apportait ses propres défis. Sophie savait qu'elle devait maintenir l'équilibre entre expansion et qualité, entre impact et durabilité. Le secret
expliqua-t-elle lors d'une session de mentorat avec de nouveaux leaders, est de ne jamais perdre de vue l'objectif original. Nous ne sommes pas seulement ici pour changer les entreprises, nous sommes ici pour changer des vies. L'engagement. Envers cet objectif se reflétait dans chaque aspect de l'Institut. Les salles de classe étaient des espaces collaboratifs où les hiérarchies traditionnelles n'existaient pas. Le processus de sélection pour les programmes privilégiait le potentiel et l'objectif plutôt que les références traditionnelles. Même l'architecture du campus avait été pensée pour favoriser les rencontres et les échanges significatifs. À la fin de ce premier jour de fonctionnement de l'ITG, Sophie réunit son équipe principale pour une réflexion. Thomas, qui avait quitté Le Grand pour rejoindre l'Institut en tant que directeur de la recherche, présenta les premiers aperçus des études en cours. Le plus fascinant, expliqua-t-il, est la façon dont le modèle que nous avons développé chez Le Grand s'adapte à différents contextes. Chaque entreprise qui met en œuvre les changements ajoute ses propres innovations au processus. Claire, dirigeant le domaine de la technologie et de l'innovation de l'Institut, montra la plateforme numérique qu'ils avaient développée pour connecter des leaders et des mentors de tout le pays. C'est comme un réseau neuronal de transformation d'entreprise, plaisanta-t-elle. Alors que la réunion se terminait, Philippe le Grand-Fils fit une annonce inattendue. La Fondation Le Grand, branche philanthropique de l'entreprise, avait décidé de créer un fonds de bourse d'études pour l'Institut, particulièrement destiné aux jeunes de communautés défavorisées. « Sophie nous a appris que le talent n'a ni code postal, ni nom de famille », déclara Philippe. « Il est temps d'ouvrir toutes les portes. » À la fin de la journée, seule dans son nouveau bureau à l'Institut, Sophie réfléchissait au parcours qui l'avait amenée jusque-là. Sur le mur, une chronologie montrait les principales étapes. Son entrée chez Le Grand, la négociation avec Tech Avenir, la confrontation qui avait tout changé, la transformation de l'entreprise et maintenant, l'Institut. Son téléphone sonna. C'était un message d'Élise. « Réunion demain matin. Nous avons une proposition du gouvernement à discuter. Ils veulent mettre en œuvre notre modèle dans les entreprises publiques. » Sophie sourit. La révolution silencieuse qu'elle avait initiée continuait à se répandre, transformant non seulement les entreprises, mais la façon même dont la France pensait au leadership et au potentiel. Et ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. L'invitation à donner une conférence lors du sommet annuel sur le leadership à Genève ne surprit pas Sophie. Le succès de l'Institut était directement lié à sa capacité à maintenir la qualité et l'authenticité de son travail. De retour dans sa chambre ce soir-là, Sophie reçut un appel vidéo de Philippe le Grand-Fils. « As-tu vu les nouvelles ? Les actions de Le Grand ont augmenté de 12% rien qu'aujourd'hui, après ta conférence. Le marché réalise que notre transformation n'était pas un cas isolé, c'est un modèle reproductible. » Tandis qu'elle préparait ses notes pour le deuxième jour de conférence, Sophie reçut un email d'Élise. « Le Forum économique mondial veut que tu diriges un groupe de travail sur la transformation globale des entreprises. Ils veulent utiliser notre méthodologie comme base pour un nouvel indice de développement organisationnel. » Sophie sourit, se rappelant ses premières semaines chez Le Grand quand elle luttait simplement pour être entendue lors des réunions. Maintenant, sa voix contribuait à façonner l'avenir du capitalisme mondial. Mais elle savait qu'avec une grande influence venait une grande responsabilité. Le retour de Genève marqua le début d'une nouvelle phase pour Sophie et l'ITG. Les CSIs, propositions de partenariats internationaux se multipliaient, et le défi était maintenant de préserver l'essence de l'Institut tout en élargissant sa portée mondiale. Par un matin particulièrement chargé, Sophie réunit son conseil consultatif dans l'auditorium principal de l'Institut. La présence d'Élise Dumont, Philippe le Grand-Fils et d'autres leaders d'entreprise démontrait l'importance du moment. « Notre méthodologie est demandée sur 3 continents, » commença Sophie, projetant une carte mondiale avec des points d'intérêt. « Mais nous devons être stratégiques dans notre croissance. » Le plan qu'elle présenta était ambitieux, mais prudent. L'expansion internationale débuterait avec 3 centres régionaux, Genève pour l'Asie, Londres pour l'Europe et Paris restant le centre global des opérations. « Ce qui distingue notre travail, » expliqua Sophie, « a toujours été notre capacité à créer une transformation authentique, pas seulement des changements cosmétiques. Nous devons garantir que cela se maintienne à l'échelle mondiale. » Élise, qui venait de rentrer d'une série de réunions en Europe,
partagea ses impressions. Les entreprises européennes sont particulièrement intéressées par notre approche de la diversité et de l'innovation. Elles ont des structures anciennes qui doivent s'adapter à une nouvelle réalité mondiale. Philippe le Grand-Fils, désormais l'un des plus grands partisans de la transformation culturelle, ajouta « Et n'oublions pas que chaque région a ses propres défis culturels. Ce qui a fonctionné chez le Grand pourrait nécessiter des adaptations significatives dans d'autres contextes. » Sophie acquiesça. Durant son séjour à Genève, elle avait perçu comment différentes cultures interprétaient des concepts comme la hiérarchie, l'innovation et le changement de manière distincte. La réunion fut interrompue par un appel vidéo urgent de Lin Wei. La dirigeante asiatique avait des nouvelles importantes. Le gouvernement de Shanghai voulait transformer la ville en centre mondial de transformation des entreprises et voyait l'ITG comme le partenaire idéal pour ce projet. Ils offrent des incitations significatives, expliqua l'un. Mais plus important encore, ils veulent utiliser notre méthodologie comme base pour un nouveau standard de gouvernance d'entreprise. Pour toute la région, l'opportunité était extraordinaire, mais Sophie savait qu'il devait être prudent. Le succès de l'Institut était directement lié à son indépendance et à son intégrité. « Nous aurons besoin d'une équipe spéciale pour cela », réfléchit-elle, à voix haute. Des personnes qui comprennent non seulement la transformation d'entreprise, mais aussi les différences culturelles et la géopolitique. Anne, qui était devenue l'un des piliers de l'Institut, y travaillait déjà. Elle présenta un programme de développement de leaders internationaux. Des professionnels de différents pays seraient formés à la méthodologie de l'ITG, mais avec un accent sur des adaptations culturelles spécifiques. L'objectif, expliqua Anne, est de créer un réseau mondial d'agents de transformation qui peuvent mettre en œuvre notre méthodologie tout en respectant les contextes locaux. Claire, dirigeant le domaine technologique, montra comment la plateforme numérique de l'Institut était adaptée pour soutenir cette expansion. Un projet qui identifiera et développera des talents diversifiés dans des entreprises de tout le pays, avec un accent particulier sur les professionnels qui font traditionnellement face à des barrières dans l'environnement d'entreprise. Anne, maintenant directrice des programmes de l'ITG, présenta les chiffres initiaux. Plus de 1000 inscriptions dans les premiers jours, des partenariats avec 50 grandes entreprises et un engagement d'investissement qui dépassait toutes les attentes. Pendant la pause café, Sophie fut abordée par Isabelle Moreau, qui dirigeait maintenant le programme de mentorat international de Legrand. « Tu sais ce qui est le plus impressionnant ?» commenta Isabelle. « Comment tout cela a commencé par un simple refus d'accepter le statu quo. En effet, le parcours avait été extraordinaire. Ce qui avait commencé comme une bataille personnelle pour la reconnaissance s'était transformé en un mouvement national pour le changement d'entreprise. L'effet Legrand était étudié dans les écoles de commerce, discuté dans des conférences internationales et répliqué dans des entreprises de différents secteurs. Élise Dumont, qui était devenue l'une des principales conseillères de l'Institut, partagea une nouvelle surprenante pendant le déjeuner. Le Forum économique mondial veut présenter le modèle de l'ITG comme étude de cas mondiale. Ils sont particulièrement intéressés par l'impact que nous avons sur les indicateurs de diversité et d'innovation. Mais tout n'était pas rose. La croissance rapide de l'Institut apportait ses propres défis. Sophie savait qu'elle devait maintenir l'équilibre entre expansion et qualité, entre impact et durabilité. Le secret, expliqua-t-elle lors d'une session de mentorat avec de nouveaux leaders, est de ne jamais perdre de vue l'objectif original. Nous ne sommes pas seulement ici pour changer les entreprises, nous sommes ici pour changer des vies. L'engagement. Envers cet objectif se reflétait dans chaque aspect de l'Institut. Les salles de classe étaient des espaces collaboratifs où les hiérarchies traditionnelles n'existaient pas. Le processus de sélection pour les programmes privilégiait le potentiel et l'objectif plutôt que les références traditionnelles. Même l'architecture du campus avait été pensée pour favoriser les rencontres et les échanges significatifs. À la fin de ce premier jour de fonctionnement de l'ITG, Sophie réunit son équipe principale pour une réflexion. Thomas, qui avait quitté Legrand pour rejoindre l'Institut en tant que directeur de la recherche, présenta les premiers aperçus des études en cours. Le plus fascinant, expliqua-t-il, est la façon dont le modèle que nous avons développé chez Legrand s'adapte à différents contextes. Chaque entreprise qui met en œuvre les changements ajoute ses propres innovations au processus. Claire,
dirigeant le domaine de la technologie et de l'innovation de l'Institut, montra la plateforme numérique qu'ils avaient développée pour connecter des leaders et des mentors de tout le pays. C'est comme un réseau neuronal de transformation d'entreprise, plaisanta-t-elle. Alors que la réunion se terminait, Philippe le Grand-Fils fit une annonce inattendue. La fondation Legrand, branche philanthropique de l'entreprise, avait décidé de créer un fonds de bourse d'études pour l'Institut, particulièrement destiné aux jeunes de communautés défavorisées. « Sophie nous a appris que le talent n'a ni code postal, ni nom de famille », déclara Philippe. « Il est temps d'ouvrir toutes les portes. » À la fin de la journée, seule dans son nouveau bureau à l'Institut, Sophie réfléchissait au parcours qui l'avait amenée jusque-là. Sur le mur, une chronologie montrait les principales étapes. Son entrée chez Legrand, la négociation avec Tech Avenir, la confrontation qui avait tout changé, la transformation de l'entreprise et maintenant, l'Institut. Son téléphone sonna. C'était un message d'Élise. « Réunion demain matin. Nous avons une proposition du gouvernement à discuter. Ils veulent mettre en œuvre notre modèle dans les entreprises publiques. » Sophie sourit. La révolution silencieuse qu'elle avait initiée continuait à se répandre, transformant non seulement les entreprises, mais la façon même dont la France pensait au leadership et au potentiel. Et ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. L'invitation à donner une conférence lors du sommet annuel sur le leadership à Genève ne surprit pas Sophie. Nous créons des modules culturellement spécifiques, avec des études de cas et des outils adaptés à chaque région. À la fin de la réunion, Élise partagea une nouvelle qui surprit tout le monde. L'ONU s'intéressait à l'utilisation de la méthodologie de l'ITG dans un programme mondial de développement économique durable. Ils voient notre approche comme un chemin pour créer des entreprises plus éthiques et durables dans les pays en développement, expliqua Élise. Sophie sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Ce qui avait commencé comme une bataille personnelle pour la reconnaissance s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Ce soir-là, dans son bureau, elle reçut un message d'Isabelle Moreau, qui était à Londres pour préparer le terrain du Centre européen. « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. L'une des entreprises les plus traditionnelles de la City veut mettre en œuvre notre modèle. Ils disent que c'est une question de survie. » Sophie sourit, se rappelant comment tout avait commencé. La transformation qu'elle avait initiée chez Legrand devenait maintenant un mouvement mondial, changeant non seulement des entreprises, mais la façon même dont le monde pensait au pouvoir, au leadership et au changement. Sur son bureau, à côté des rapports internationaux et des propositions de partenariat, se trouvait une simple photo. Elle, lors de son premier jour chez Legrand, jeune et déterminée, sans savoir qu'elle était sur le point d'initier une révolution silencieuse qui résonnerait dans le monde entier. Le bureau de Sophie à l'ITG était différent ce matin-là. Sur les murs, outre les habituels graphiques et tableaux, se trouvait désormais une carte du monde numérique avec des points lumineux indiquant chaque endroit où la méthodologie de l'Institut était mise en œuvre. C'était impressionnant de voir comment ces points s'étaient multipliés ces derniers mois. Impressionnant, n'est-ce pas ? Commenta Élise Dumont, qui venait d'entrer dans la pièce, mais aussi préoccupant. Sophie savait exactement ce qu'elle voulait dire. La croissance exponentielle de l'Institut apportait des défis de plus en plus complexes. Sur l'écran de son ordinateur, plusieurs emails attendaient une réponse. Une proposition de partenariat d'un groupe d'entreprises du Moyen-Orient, une invitation de conseil du gouvernement canadien, des demandes d'adaptation de la méthodologie à différents contextes culturels. « J'ai reçu une proposition intéressante aujourd'hui », poursuivit Élise s'asseyant. « L'un des plus grands fonds d'investissement du monde veut acheter une participation dans l'ITG. Ils offrent une somme astronomique. » Sophie se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant le campus de l'Institut qui occupait maintenant tout un pâté de maisons. « Combien ? 2 milliards d'euros pour 30% de participation. » Le silence qui suivit fut significatif. C'était une proposition qui pourrait catapulter l'Institut vers un nouveau niveau, fournissant des ressources pour une expansion encore plus grande. Mais Sophie savait que l'argent n'était pas toujours la réponse. Ils garantissent une totale indépendance administrative, ajouta Élise. Ils disent qu'ils ne veulent pas interférer avec la méthodologie. C'est ce que tous disent au début, répondit Sophie, se rappelant ses expériences passées. Mais l'argent vient toujours avec des attentes. La conversation fut interrompue
par un appel vidéo urgent de Linwei à Shanghai. Le centre asiatique faisait face à ses premiers défis sérieux. Certaines entreprises tentaient de mettre en œuvre la méthodologie de l'ITG de façon superficielle, uniquement pour améliorer leur image sur le marché. Ils veulent des résultats sans faire le vrai travail, expliqua l'un frustré. Ils traitent à la transformation culturelle comme s'il s'agissait d'un label de qualité à afficher aux investisseurs. C'était exactement le type de situation que Sophie craignait le plus. Le succès de l'Institut attirait non seulement des entreprises sincèrement intéressées par le changement, mais aussi celles qui cherchaient simplement une solution rapide à des problèmes profonds. Cet après-midi-là, Sophie convoqua une réunion d'urgence avec son équipe principale. Anne, qui venait de rentrer d'un voyage d'évaluation des projets européens, apporta des données préoccupantes. Certains cabinets de conseil commencent à offrir des versions simplifiées de notre méthodologie, expliqua-t-elle. Ils promettent des résultats en quelques semaines, sans faire le travail fondamental de transformation culturelle. Claire, du département technologique, ajouta « Et des copies de notre plateforme numérique apparaissent, des versions piratées, qui n'ont pas la profondeur nécessaire pour générer un véritable changement. » Sophie écouta tous les rapports avec attention. L'ITG était à un carrefour crucial. Ils pouvaient accepter l'investissement du Fonds mondial et s'étendre rapidement, ou maintenir leur croissance organique et contrôlée. Peut-être, suggéra Thomas, devrions-nous repenser notre stratégie d'expansion. Au lieu de plus de centres physiques, nous pourrions nous concentrer sur des partenariats stratégiques avec des institutions qui partagent nos valeurs. La discussion fut interrompue par une nouvelle surprenante. Philippe Legrand fils venait d'annoncer sa retraite de la présidence de Legrand. Plus surprenant encore, il voulait rejoindre le conseil de l'ITG à plein temps. Legrand m'a beaucoup appris, dit-il lorsque Sophie l'appela pour confirmer la nouvelle. Mais ce que j'ai appris avec toi et l'Institut ces dernières années m'a montré que je peux faire plus. Je peux aider d'autres entreprises à traverser la même transformation que nous avons vécue. À la fin de cette journée intense, Sophie reçut une autre visite inattendue. C'était Isabelle Moreau, tout juste revenue de Londres avec des nouvelles du centre européen. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» commenta Isabelle, s'asseyant avec une tasse de café. « Les entreprises qui résistèrent le plus au changement sont maintenant nos plus grandes défenseuses. Elles ont compris que nous ne vendons pas une formule magique. Nous offrons un chemin vers la survie. » Sophie sourit, se rappelant comment sa propre relation avec Isabelle s'était transformée au fil des ans. C'était un exemple vivant de comment les personnes pouvaient changer lorsqu'elles étaient exposées à de nouvelles perspectives. Tout en organisant ses notes pour le lendemain, Sophie reçut un email qui la fit s'arrêter un moment. Il venait d'une jeune dirigeante d'une entreprise familiale traditionnelle en Inde. « Votre histoire m'a inspiré à défier les structures anciennes de mon entreprise. Au début, il disait que c'était impossible. Maintenant, 3 mois, après avoir mis en œuvre la méthodologie de l'ITG, nous constatons des changements que nous n'aurions jamais imaginés possibles. Vous nous avez montré que tradition et transformation peuvent coexister. » Ce message cristallisa quelque chose que Sophie ressentait. La véritable valeur de l'Institut ne résidait pas dans son expansion physique ou dans des chiffres impressionnants, mais dans l'impact réel qu'il avait sur la vie des gens et la culture des organisations. La décision concernant l'investissement du Fonds mondial pouvait attendre. Pour l'instant, il y avait un travail plus important à faire. La décision de Sophie concernant le fonds d'investissement créa des remous sur le marché financier. Son refus poli mais ferme de l'offre de 2 milliards d'euros fit la une des principaux journaux économiques du monde. L'ITG choisit l'objectif plutôt que le profit, annoncèrent les gros titres. « Tu es sûr de cela ?» demanda Élise lors d'un déjeuner dans le jardin de l'Institut. « Nous pourrions faire beaucoup avec ces ressources. » Sophie observa les étudiants du programme Les leaders de demain qui passaient en portant leurs ordinateurs portables, discutant avec animation de projets de transformation pour leurs entreprises. « Regarde-les, Élise, nous n'avons pas besoin de plus d'argent, nous avons besoin de maintenir notre intégrité. » Cette décision, bien que difficile, s'alignait avec une nouvelle orientation que Sophie développait pour l'Institut. Au lieu de se concentrer sur l'expansion géographique, l'ITG investissait dans la profondeur et la qualité. « C'est comme cultiver un arbre », expliqua-t-elle lors d'une réunion du conseil. « Nous pouvons forcer une croissance rapide avec des engrais artificiels
où nous pouvons renforcer les racines et laisser les branches se développer naturellement. Le nouveau modèle commençait à montrer des résultats surprenants. Anne présenta des données qui montraient une augmentation significative de l'indice de réussite des transformations culturelles menées par l'Institut. Les entreprises qui suivent notre méthodologie complète, expliqua Anne, présentent des résultats 40% meilleurs que celles qui tentent des raccourcis ou des versions simplifiées. Claire avait développé un système de certification numérique qui permettait de suivre et de valider la mise en œuvre authentique de la méthodologie de l'ITG. C'est comme un label de qualité, s'expliqua-t-elle, mais un qui doit être renouvelé constamment par des résultats réels. La transformation la plus surprenante vint cependant d'une source inattendue. Philippe Legrand, fils, maintenant membre actif du conseil de l'ITG, utilisait son influence pour créer un réseau d'entrepreneurs traditionnels engagés dans un changement réel. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» commenta-t-il lors d'une session de mentorat. « Beaucoup de mes anciens collègues ont peur du changement, non pas parce qu'ils sont conservateurs, mais parce qu'ils ne savent pas par où commencer. » Sophie développait une solution pour cela. Un programme spécial axé sur les entreprises familiales traditionnelles, les aidant à naviguer dans la transition entre préserver des valeurs importantes et s'adapter aux temps nouveaux. Le programme pilote commença avec 10 entreprises françaises centenaires. Le processus était intensif, impliquant non seulement les dirigeants, mais des familles entières, les aidant à comprendre comment elles pouvaient évoluer sans perdre leur essence. « C'est comme rénover une maison historique », expliqua Sophie lors d'une présentation. « Vous conservez la façade et les éléments architecturaux importants, mais modernisez la structure et les installations. » Les résultats commencèrent à apparaître rapidement. Une entreprise textile traditionnelle du sud de la France, après avoir mis en œuvre le programme, vit sa productivité augmenter de 50% tout en maintenant ses traditions centenaires de qualité artisanale. À Shanghai, Lin Wei adaptait cette approche au contexte asiatique, où le respect de la tradition était encore plus profondément enraciné. Nous montrons que la modernisation ne signifie pas occidentalisation, expliqua-t-elle lors d'une visioconférence. Le Centre européen, sous la direction d'Isabelle, se concentrait sur les entreprises qui faisaient face au défi de s'adapter aux nouvelles réglementations environnementales et sociales de l'Union européenne. Ta méthodologie aide ces entreprises à voir la conformité non comme un fardeau, mais comme une opportunité de transformation, rapporta Isabelle. Un après-midi, en révisant les rapports des différents centres, Sophie reçut une visite qui la fit sourire. C'était Thomas, portant une vieille boîte d'archives de Legrand. « J'ai trouvé ça en organisant la documentation historique », dit-il, posant la boîte sur la table. « Ce sont tes premiers rapports de quand tu venais d'entrer dans l'entreprise. » Sophie ouvrit la boîte avec soin. Là se trouvaient ses notes initiales, des analyses préliminaires, des idées griffonnées sur des serviettes lors de déjeuners solitaires. C'était un témoignage tangible de la façon dont tout avait commencé. « Tu sais ce qui est le plus impressionnant ?» commenta Thomas, feuilletant les documents. « Les principes de base que tu défendais étaient déjà tous là. Tu as toujours su ce qui devait être fait. » À ce moment, Sophie réalisa quelque chose d'important. L'ITG n'était pas seulement une organisation, c'était un mouvement. Un mouvement qui changeait non seulement les entreprises, mais la façon même dont le monde comprenait la transformation et le leadership. « Les meilleurs changements, écrivit-elle dans son journal ce soir-là, sont ceux qui respectent le passé tout en embrassant l'avenir. Nous ne transformons pas seulement des entreprises, nous créons des ponts entre ce que nous étions et ce que nous pouvons devenir. » L'auditorium principal du Forum économique mondial à Davos était comble. Sophie observait l'audience diversifiée. PDG des plus grandes entreprises du monde, leaders gouvernementaux, universitaires renommés, tout cela pour discuter de ce que la presse internationale avait commencé à appeler la méthode Sophie, une approche révolutionnaire de transformation d'entreprise qui redéfinissait le capitalisme mondial. Le véritable changement, commença Sophie dans sa présentation, ne se produit pas à travers des décrets ou des restructurations superficielles. Il se produit quand nous transformons la culture de l'intérieur vers l'extérieur, en respectant les personnes et en construisant des ponts entre tradition et innovation. Au premier rang, Élise Dumont souriait. À ses côtés, des dirigeants de différents pays prenaient frénétiquement des notes.
L'impact du travail de l'ITG avait dépassé toutes les attentes initiales. Les chiffres ne mentent pas, poursuivit Sophie, projetant des graphiques impressionnants. Les entreprises qui ont mis en œuvre notre méthodologie complète ont seulement vu une augmentation moyenne de 45% en productivité, mais ont également enregistré une réduction de 70% du turnover des employés et une augmentation de 80% des indices d'innovation. Mais la donnée la plus surprenante vint ensuite. Une étude indépendante avait découvert que les entreprises transformées par la méthode de l'ITG étaient en moyenne 3 ans en avance sur leurs concurrents dans l'adaptation aux changements du marché. Après la présentation, Sophie fut entourée de leaders d'entreprises curieux. Parmi eux se trouvait Yuki Tanaka, PDG de l'un des plus grands conglomérats japonais. « Mademoiselle Dubois, dit-il avec une révérence respectueuse, votre travail inspire une révolution silencieuse au Japon. Des entreprises centenaires réalisent qu'elles peuvent préserver leurs valeurs fondamentales tout en s'adaptant au temps nouveau. En effet, l'impact de l'ITG sur le marché asiatique avait été particulièrement significatif. Lin Wei, en direct de Shanghai, partageait des résultats surprenants. Les gouvernements de la région commençaient à incorporer les principes de la méthode Sophie dans leurs directives de gouvernance d'entreprise. Mais le plus intéressant, commenta l'un lors d'une visioconférence ultérieure, est la façon dont différentes cultures adaptent la méthodologie sans perdre son essence. C'est comme si nous avions créé un langage universel de transformation. Dans le centre européen, Isabelle Moreau dirigeait une initiative encore plus ambitieuse. La création d'un indice de transformation culturelle qui était envisagé par l'Union européenne comme partie de ses critères ESG pour les investissements. Les entreprises ont finalement compris, expliqua Isabelle lors d'une présentation en ligne, que la culture organisationnelle n'est pas un concept abstrait, c'est un actif mesurable et stratégique. De retour en France, l'ITG récoltait les fruits de sa décision de maintenir son indépendance et son focus sur la qualité. L'Institut était devenu un pôle de recherche et d'innovation en gestion, attirant des universitaires et des chercheurs du monde entier. Anne, maintenant directrice globale des programmes, avait développé une méthodologie pour mesurer le roi culturel, un ensemble de métriques qui permettait de quantifier le retour sur investissement en transformation culturelle. Le plus fascinant, expliqua-t-elle lors d'une réunion du conseil, est la façon dont ces données changent la perception des investisseurs. Ils ont finalement compris qu'une culture forte signifie des résultats durables. Claire, quant à elle, révolutionnait la façon dont la technologie pouvait soutenir la transformation culturelle. Sa plus récente innovation était une plateforme d'intelligence artificielle qui aidait les entreprises à identifier des modèles culturels et des points potentiels de transformation. Mais nous n'oublions jamais, Claire tenait à souligner, que la technologie n'est qu'un outil. Le vrai travail se fait dans les relations humaines. Philippe le grand-fils, observant toute cette évolution, partagea une réflexion lors d'un dîner avec Sophie. « Tu sais ce qui est le plus impressionnant ? Comment tu as réussi à créer quelque chose qui est à la fois révolutionnaire et profondément respectueux des traditions. » Un moment particulièrement significatif survint lorsque la Banque mondiale annonça qu'elle utiliserait la méthodologie de l'ITG comme base pour un nouveau programme de développement économique durable dans les pays émergents. « Ce que vous avez créé, » expliqua la directrice du programme, « va au-delà de la transformation d'entreprise. C'est un modèle de développement qui respecte les cultures locales tout en promouvant un progrès durable. » Sophie observait tout cela avec un mélange de fierté et de responsabilité. « Ce que j'ai appris ici, » dit la jeune femme dans son discours, « va bien au-delà des techniques de gestion. J'ai appris que le véritable leadership consiste à créer des espaces où les personnes peuvent grandir et les cultures évoluer. » Sophie observait tout cela avec un mélange d'émotion et de clarté d'intention. L'ITG était devenu plus qu'un institut. C'était un mouvement mondial de transformation qui redéfinissait le rôle des entreprises dans la société. Dans son bureau, maintenant décoré d'art de différentes cultures, cadeaux d'étudiants et de partenaires du monde entier, Sophie réfléchissait au parcours accompli. Sur le mur, une chronologie montrait l'évolution de l'Institut, de la première promotion des leaders de demain jusqu'au programme mondial actuel. « Tu sais ce qui est le plus impressionnant ?» commenta Thomas lors d'une de leurs fréquentes conversations. «
comment chaque nouvelle initiative semble naturellement émerger de la précédente. C'est comme si nous suivions une carte qui se dessine au fur et à mesure que nous avançons. L'impact du travail de l'ITG commençait à être reconnu au-delà du monde des affaires. Des gouvernements et des organisations internationales adoptaient les principes de la méthode SOFI dans leur propre transformation. La Banque mondiale avait récemment annoncé qu'elle utiliserait cette méthodologie comme critère pour évaluer la durabilité culturelle de ses investissements. Mais notre travail ne fait que commencer, dit Sophie lors d'une réunion stratégique. Chaque réussite nous montre de nouveaux horizons à explorer. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur le campus de l'ITG, Sophie observait des groupes d'étudiants de différents pays conversant dans les jardins. C'étaient les futurs leaders qui porteraient à la mission de transformation consciente. Sur son bureau, à côté de rapports et de projets futurs, se trouvait un petit cadre avec une phrase qu'elle avait écrite son premier jour chez Legrand. La véritable transformation commence quand nous décidons d'être le changement que nous voulons voir. Le téléphone sonna. C'était Élise avec des nouvelles concernant une autre entreprise traditionnelle prête à entamer son parcours de transformation. Sophie sourit, sachant que chaque nouvelle histoire de changement était un pas vers un avenir plus conscient et durable. Le grand auditorium de l'ITG était plongé dans un silence absolu, tandis que Julie Martin, une jeune dirigeante de 26 ans, partageait son histoire. Fille d'une famille modeste de Bretagne, elle avait été l'une des premières bénéficiaires du programme de bourse de l'Institut et dirigeait maintenant la transformation culturelle de l'une des plus grandes entreprises de l'Ouest français. Quand j'ai lu pour la première fois l'histoire de Sophie Dubois, dit Julie, sa voix chargée d'émotion, j'ai réalisé que je pouvais aussi briser des barrières, que mon nom, mon origine, n'avait pas à définir mon destin. Sophie, assise, discrètement au fond de l'auditorium, sentit son cœur se réchauffer. C'était le 10e anniversaire du programme Leader de demain, et les résultats dépassaient toutes les attentes. Plus de 5000 professionnels étaient passés par le programme, et chacun d'eux avait une histoire de transformation à raconter. Le plus impressionnant, commenta Anne durant la présentation des résultats, est comment chaque participant au programme devient un catalyseur de changement dans sa propre communauté. Les chiffres confirmaient cette observation. Une étude récente montrait que pour chaque leader formé par l'ITG, en moyenne 15 autres personnes étaient directement impactées dans leur carrière, créant un effet multiplicateur impressionnant. Élise Dumont, qui venait de rentrer d'une série de conférences internationales, apporta une perspective intéressante. La méthode SOFI n'est plus seulement une méthodologie de transformation d'entreprise. C'est devenu un mouvement social qui redéfinit le concept de méritocratie. En effet, l'impact du travail de l'ITG avait dépassé les frontières du monde des affaires. Des universités réformaient leurs programmes de gestion, incorporant des principes de transformation culturelle et de leadership conscient. Des gouvernements consultaient l'Institut pour développer des politiques publiques de développement économique durable. Sur son bureau, à côté de prix et de reconnaissances internationales, elle gardait une simple photo de son premier jour chez Legrand, un rappel constant d'où tout avait commencé. La véritable mesure du succès, écrivit-elle dans son journal ce soir-là, ne réside pas dans les chiffres ou les reconnaissances, mais dans les histoires de transformation que nous entendons chaque jour. Chaque personne qui trouve sa voie, chaque entreprise qui découvre son véritable potentiel, chaque culture qui évolue sans perdre son essence, ce sont nos véritables réussites. Le soleil se couchait sur le campus de l'ITG et Sophie pouvait voir des groupes d'étudiants encore engagés dans des discussions animées dans les jardins. C'étaient des dirigeants de différents pays, cultures et origines, tous unis par un objectif commun, apprendre à diriger le changement avec un objectif et du respect. Les vagues de transformation, pensa-t-elle, commencent comme de petites ondulations, mais peuvent traverser des océans entiers. Et parfois, quand on s'y attend le moins, elles reviennent sur la plage d'où elles sont parties, apportant avec elles de nouvelles possibilités. Le nouveau projet de l'ITG était probablement le plus ambitieux jusqu'alors. Une collaboration mondiale avec les principales universités pour créer un cursus de leadership transformationnel. L'initiative que Sophie avait nommée Avenir Conscient visait à révolutionner la façon dont les futurs leaders étaient préparés à affronter les défis du monde des affaires. Nous ne pouvons plus former des leaders uniquement avec
Des théories traditionnelles de gestion, expliqua Sophie lors de la réunion de lancement sur le campus de l'ITG. Nous devons développer une nouvelle génération de dirigeants qui comprennent profondément le rôle de la culture et de la transformation durable. Le projet avait attiré des partenaires de poids. HEC Paris, INSEAD, Sciences Po, London, Business School et d'autres institutions renommées étaient à bord. Mais la différence résidait dans l'approche. Au-delà du programme académique, les étudiants participeraient à des immersions pratiques dans des entreprises ayant réussi leur transformation. Élise Dumont, qui avait été essentielle dans l'articulation des partenariats académiques, partagea sa vision. Nous créons plus qu'un programme éducatif. Nous formons une nouvelle philosophie de leadership en entreprise. Anne dirigeait le développement du programme, incorporant des cas réels et des leçons apprises ces dernières années. Chaque module est construit sur des histoires réelles de transformation, expliqua-t-elle. Les étudiants n'étudient pas seulement la théorie, ils vivent le processus de changement. Lors d'une session de planification, Isabelle apporta une perspective intéressante du Centre européen. Les entreprises ne recherchent plus seulement des dirigeants avec des MBA traditionnels, elles veulent des leaders qui comprennent véritablement comment créer et soutenir un changement culturel. L'impact du programme commença à se manifester de façon inattendue. De grandes entreprises mondiales commencèrent à créer des postes spécifiques de leaders de transformation culturelle, beaucoup étant occupés par des anciens de l'ITG. C'est fascinant de voir comment le marché change, commenta Philippe lors d'une réunion du conseil. Quand j'ai commencé ma carrière, personne ne parlait de culture organisationnelle. Maintenant, c'est l'un des principaux facteurs de valorisation des entreprises. Lin Wei, connecté par visioconférence depuis Shanghai, partagea comment le programme était adapté au contexte asiatique. Nous incorporons des éléments de philosophie orientale sur le changement et la permanence. L'idée de transformation respectueuse résonne profondément avec notre culture. Claire avait développé une plateforme numérique révolutionnaire pour soutenir le programme. Ce n'est pas seulement un environnement d'apprentissage, m'expliqua-t-elle, c'est un écosystème complet de transformation, où théorie et pratique se rencontrent en temps réel. Un moment particulièrement significatif survint lors de la première remise de diplôme du programme pilote. Parmi les diplômés se trouvait une jeune dirigeante de Legrand qui avait commencé sa carrière comme stagiaire précisément quand Sophie mettait en œuvre ses premiers changements dans l'entreprise. Philippe Legrand, fils, maintenant l'un des principaux défenseurs de la transformation culturelle dans le pays, partagea une réflexion durant l'événement. Quand je pense à notre résistance au changement au début, je ressens un mélange de honte et de gratitude. Honte pour notre résistance, gratitude envers Sophie pour avoir persisté. Le moment le plus touchant de la journée vint quand une délégation de jeunes dirigeants de différents pays monta sur scène. C'étaient des représentants de la première promotion internationale du programme, chacun apportant des histoires de comment ils appliquaient les principes de l'ITG dans leur contexte culturel spécifique. À Shanghai, partagea Ming Li, une jeune leader du centre asiatique, nous découvrons que les principes de transformation consciente s'alignent parfaitement avec les valeurs traditionnelles d'harmonie et de respect. C'est comme si nous construisions un pont entre passé et futur. Claire, qui avait complètement transformé le département technologique de l'Institut, présenta sa plus récente innovation, une plateforme de mentorat mondial qui connectait des leaders expérimentés avec de jeunes talents du monde entier. La technologie, expliqua-t-elle, n'est pas seulement un outil d'efficacité. C'est un moyen de créer des connexions significatives qui transcendent les frontières géographiques et culturelles. Isabelle Moreau, connectée par visioconférence depuis le Centre européen, partagea comment le programme influençait même les entreprises les plus traditionnelles du vieux continent. Elles ont finalement compris que tradition et innovation ne sont pas des forces opposées, elles sont complémentaires. Durant la pause café, Sophie circulait dans les couloirs de l'Institut, observant les interactions entre différentes générations de leaders. Dans chaque conversation, dans chaque échange d'expériences, elle voyait l'avenir se dessiner. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Thomas, s'approchant avec 2 tasses de café. « Comment chaque nouvelle génération de leaders ajoute sa propre perspective à la méthode, maintenant l'essence mais apportant de nouvelles dimensions. » Sophie acquiesça, acceptant le café. C'est exactement comme ça que cela devrait être. Le véritable héritage n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de vivant,
qui grandit et évolue. L'après-midi, lors d'une session spéciale de mentorat, Sophie partagea avec un groupe de jeunes leaders quelque chose qu'elle mentionnait rarement, ses propres doutes et peurs au début de son parcours. La transformation réelle, s'expliqua-t-elle, ne vient pas de la certitude absolue, mais du courage de questionner et de l'humilité d'apprendre constamment. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait sur le campus de l'ITG, Sophie trouva un moment de tranquillité dans son bureau. Sur le mur, au-delà des habituelles reconnaissances et prix, se trouvait maintenant une collection de lettres et messages de personnes dont les vies avaient été transformées par le travail de l'Institut. La véritable mesure du succès, écrivit-elle dans son journal, ne réside pas dans les chiffres ou les réussites institutionnelles, mais dans les histoires individuelles de transformation. Chaque personne qui trouve sa voie, chaque leader, qui découvre son but, chaque organisation qui évolue, ce sont les graines du futur que nous plantons. Le téléphone sonna. C'était un appel d'un programme mondial de leadership jeune de l'ONU. Il voulait que Sophie dirige une initiative mondiale de développement de leaders pour les nouveaux défis globaux. Tout en considérant l'invitation, elle sourit, pensant à comment chaque nouveau défi était en réalité une opportunité de semer plus de transformation. La nouvelle de l'invitation de l'ONU se répandit rapidement à travers le réseau mondial de l'ITG, générant une vague d'enthousiasme et de nouvelles possibilités. Pour Sophie, c'était plus qu'une reconnaissance. C'était une opportunité d'étendre l'impact du travail de l'Institut à des sphères encore plus larges. Il ne s'agit plus seulement de former des leaders d'entreprise, expliqua-t-elle lors d'une réunion stratégique avec son équipe principale. Il s'agit de créer une nouvelle génération d'agents de transformation mondiale. Élise Dumont, qui avait participé à des initiatives similaires avec l'ONU dans le passé, apporta une perspective précieuse. Ce que nous avons construit ici à l'ITG est exactement ce dont le monde a besoin maintenant. Une méthodologie qui combine transformation effective avec respect des différentes cultures et réalités. Le projet prit forme rapidement. Anne, travaillant avec des experts internationaux, développa un cadre adaptatif qui permettrait d'appliquer les principes de la méthode Sophie dans divers contextes, des organisations gouvernementales aux ONG et initiatives sociales. Le plus fascinant, partagea Anne lors d'une présentation, est comment les principes fondamentaux de transformation culturelle s'appliquent universellement, indépendamment du secteur ou du contexte. Claire et son équipe technologique créèrent une plateforme révolutionnaire qui permettrait une scalabilité mondiale, tout en maintenant la qualité et la profondeur de la méthode. Ce n'est pas simplement un système d'enseignement à distance, expliqua-t-elle. C'est un écosystème vivant de transformation. La première phase du projet pilote serait mise en œuvre dans 10 pays, chacun représentant un contexte culturel et socio-économique différent. Isabelle, coordonnant les efforts du Centre européen, était déjà en contact avec de jeunes leaders de divers pays. Ce qui m'impressionne le plus, partagea Isabelle lors d'une visioconférence, est comment ces jeunes leaders comprennent déjà intuitivement la nécessité d'une transformation consciente. Ils avaient juste besoin d'une méthode structurée pour canaliser cette énergie. Philippe le grand-fils, observant le développement du projet, fit une réflexion lors d'une réunion du conseil. C'est incroyable de penser que quelque chose qui a commencé dans une salle de réunion de Legrand influence maintenant la formation de leaders mondiaux. Le moment le plus significatif vint lors d'un atelier préparatoire avec les premiers participants du programme mondial. C'étaient de jeunes leaders de différents pays, chacun apportant ses propres expériences et défis. Quand j'ai lu sur la méthode Sophie, partagea Amara, une jeune leader du Nigeria, j'ai réalisé que j'avais enfin trouvé une approche qui n'essayait pas d'imposer des solutions occidentales à nos défis locaux. Mohamed, un participant du Moyen-Orient, ajouta « C'est révolutionnaire comme la méthode nous permet de transformer des organisations tout en maintenant le respect de nos traditions et valeurs culturelles. » L'impact du programme commença à se manifester de façon inattendue. Des organisations internationales de développement commencèrent à incorporer les principes de l'ITG dans leurs projets. Des gouvernements locaux cherchaient des partenariats pour des programmes de développement de leadership. Ce que nous observons, remarqua Élise lors d'une session de planification, c'est la création de cercles de transformation. Chaque leader formé devient un centre de changement positif dans sa communauté.
Sophie, observant le développement du projet, ressentait une profonde satisfaction. Le travail qui avait commencé comme une quête personnelle de reconnaissance professionnelle avait évolué vers quelque chose de bien plus grand, un mouvement mondial de transformation consciente. Dans son bureau, maintenant décoré d'artefacts et de cadeaux de différentes cultures, Sophie trouva un moment pour réfléchir. Sur le mur, au-delà des habituelles photos et reconnaissances, se trouvait une nouvelle carte du monde numérique qui montrait en temps réel les cercles de transformation s'étendant autour du globe. La véritable transformation, écrivit-elle, dans son journal, est comme une pierre jetée dans un lac. Les cercles s'étendent continuellement, touchant des vies et des communautés toujours plus éloignées. Mais le plus beau est que chaque personne touchée devient, elle-même, un nouveau centre de transformation. Le soleil se couchait sur le campus de l'ITG, et Sophie pouvait entendre les voix animées des participants à l'atelier encore engagés dans des discussions dans les jardins. C'étaient des voix en différentes langues, partageant des expériences, des rêves et des plans de transformation. Thomas, qui était devenu l'un des principaux chercheurs de l'impact mondial de l'Institut, apporta une analyse intéressante. Tu sais ce qui est le plus impressionnant? Comment chaque nouvelle application de la méthode, dans un contexte différent, nous enseigne quelque chose de nouveau. C'est comme si nous créions une bibliothèque vivante de transformation humaine. Le téléphone sonna. C'était Lin Wei, de Shanghai, avec des nouvelles enthousiasmantes sur la façon dont le programme était reçu en Asie. Mais avant de répondre, Sophie prit un moment pour absorber la vue du campus au crépuscule. Chaque personne a le potentiel d'être un agent de transformation, pensa-t-elle. Notre travail est simplement de créer les espaces et les outils pour que ce potentiel s'épanouisse. Le grand auditorium de l'ONU à New York était rempli d'attentes. 5 ans s'étaient écoulés depuis le début du partenariat entre l'ITG et les Nations Unies, et les résultats étaient impressionnants. Sophie, debout sur scène, observait des visages familiers dans l'audience, des leaders passés par le programme, des agents de transformation qui changeaient leur communauté, des personnes devenues partie de ce grand réseau de changement mondial. Quand nous avons commencé ce voyage, débuta Sophie dans son discours, beaucoup disaient que la transformation culturelle était un luxe réservé aux grandes entreprises. Aujourd'hui, nous voyons que c'est une nécessité fondamentale pour toute organisation qui veut prospérer au XXIe siècle. Les chiffres projetés sur l'écran racontaient une histoire impressionnante. Plus de 50 000 leaders formés dans 75 pays, impactant directement plus d'1 million de personnes. Mais ce n'était pas seulement des chiffres, c'était des histoires de transformation réelles. Élise Dumont, maintenant coordinatrice mondiale du programme de l'ONU, présenta des cas concrets. Une communauté rurale en Inde qui avait révolutionné sa coopérative agricole. Un projet de développement urbain au Kenya qui avait transformé la gestion publique locale. Un réseau de petites entreprises en Amérique latine qui redéfinissait le concept d'économie collaborative. Ce que Sophie et l'ITG nous ont enseigné, expliqua Élise, c'est que la transformation véritable ne connaît pas de frontières géographiques ou culturelles. C'est un processus profondément humain qui résonne avec des personnes partout dans le monde. Pendant la pause, Sophie fut abordée par Amara, la jeune leader nigériane qui avait participé au programme pilote. Maintenant, elle coordonnait un centre d'innovation sociale qui transformait des communautés dans toute l'Afrique de l'Ouest. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» partagea Amara, ses yeux brillants. « Comment la méthode nous permet de créer un changement significatif, tout en respectant nos traditions et valeurs locales. Ce n'est pas une imposition externe, c'est un outil d'autonomisation. » Philippe le grand-fils, qui avait voyagé spécialement pour l'événement, apporta une perspective unique. Quand je pense à comment tout a commencé, à la résistance que nous avons opposée au changement chez le grand, c'est incroyable de voir comment cette petite graine s'est transformée en une forêt mondiale. L'après-midi fut consacré à des ateliers simultanés, où des leaders de différentes parties du monde partagèrent leurs expériences et apprentissages. Dans l'une des salles, Claire présentait la plus récente évolution de la plateforme technologique de l'Institut, un système d'intelligence collective qui permettait de partager et d'adapter des pratiques de transformation en temps réel. La technologie, expliqua-t-elle, est devenue un pont qui connecte différentes réalités et expériences,
permettant à la transformation de se répandre organiquement. Anne, coordonnant une session sur les métriques d'impact, révéla des données surprenantes. Les organisations ayant mis en œuvre la méthode Sophie présentaient non seulement de meilleurs résultats financiers, mais aussi des indices significativement plus élevés de bien-être social et de durabilité environnementale. C'est une preuve, argumenta-t-elle, que la transformation consciente n'est pas seulement bonne pour les affaires, elle est bonne pour le monde. À la fin de la journée, lors d'une cérémonie spéciale, l'ONU annonça la création d'un nouvel indice mondial de développement durable qui incorporerait les principes de l'ITG comme critères fondamentaux d'évaluation. Ce que Sophie Dubois et son équipe ont créé, déclara le secrétaire général, n'est pas seulement une méthodologie de transformation organisationnelle, c'est un nouveau paradigme de développement humain. Isabelle, connectée par visioconférence, depuis le Centre européen, partagea comment le modèle influençait même les institutions les plus traditionnelles de l'Union européenne. C'est comme si nous avions trouvé un langage universel de changement positif. Thomas, qui était devenu l'un des principaux chercheurs de l'impact mondial de la méthode, présenta une étude longitudinale impressionnante. Le plus fascinant est comment l'impact se multiplie exponentiellement. Chaque personne transformée devient un catalyseur de changement dans sa propre sphère d'influence. À la fin de l'événement, Sophie trouva un moment de tranquillité dans l'un des jardins du complexe de l'ONU. Observant le coucher de soleil sur Manhattan, elle réfléchissait au parcours extraordinaire qu'elle avait vécu. « Tu sais ce qui est le plus beau ?» commenta Élise, la rejoignant. « Comment tout cela a commencé avec une jeune dirigeante qui a refusé d'accepter le statu quo dans une entreprise traditionnelle. » Sophie sourit, se souvenant de ses premiers jours chez Legrand. « La véritable transformation, répondit-elle, commence quand une personne décide que le changement est possible et se termine, eh bien en réalité elle ne se termine jamais. Elle se transforme simplement et s'étend continuellement. » Son téléphone vibra avec un message de Linway. Le centre asiatique était sur le point de lancer un programme révolutionnaire de développement de jeunes leaders. C'était un autre pont construit vers l'avenir, un autre cercle de transformation qui s'étendait. Chaque histoire de transformation, pensa Sophie, observant les lumières de la ville commencer à s'allumer, est comme une étoile dans le ciel. Seule, elle peut sembler petite, mais ensemble, elles illuminent le chemin vers un avenir meilleur. C'était un matin spécial sur le campus de l'ITG à Paris. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette première réunion chez Legrand où tout avait commencé et Sophie s'apprêtait à faire une annonce importante. L'auditorium principal était comble, en présentiel et virtuellement, avec des personnes de tous les coins du monde qui avaient été touchées par la révolution silencieuse qu'elle avait initiée. « Quand j'ai commencé ce voyage, » débuta Sophie dans son discours, beaucoup m'ont dit que certaines choses ne changent jamais, que les structures de pouvoir sont immuables, que la tradition l'emporte toujours sur l'innovation. Elle fit une pause, regardant les visages attentifs dans l'audience. Aujourd'hui, nous sommes ici pour prouver que la seule véritable constante est le changement lui-même, pourvu qu'il soit mené avec intention, respect et sagesse. Le moment était significatif. Sophie annonçait la création de la Fondation Transformation Mondiale, une organisation indépendante qui étendrait encore davantage la portée du travail de l'ITG, se concentrant particulièrement sur les communautés et régions qui avaient le plus besoin de soutien pour leur développement. Élise Dumont, assise au premier rang, sourit en voyant son amie et partenaire de tant d'années sur scène. Elle savait que ce n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau cycle de transformation. La Fondation, poursuivit Sophie, sera un véhicule pour garantir que les principes de transformation consciente atteignent toujours plus de personnes, indépendamment de leur origine, leurs ressources ou leur localisation géographique. Philippe Legrand, fils maintenant un homme différent de ce PDG traditionnel d'il y a des années, se leva pour faire une annonce surprise. La Fondation Legrand offrait un fonds significatif pour garantir des bourses d'études perpétuelles pour les jeunes leaders issus de communautés défavorisées. « Sophie nous a enseigné, déclara-t-il, que le talent et le potentiel de leadership ne connaissent pas de barrières sociales ou économiques. Il est temps de transformer cette vérité en opportunités réelles. » Anne présenta les plans pour les 5 prochaines années. Expansion dans 100 pays supplémentaires, programmes spécifiques pour les régions en développement,
partenariats avec des organisations locales et un projet ambitieux de recherche sur l'impact social durable. Ce que Sophie Dubois et son équipe ont créé, déclara le secrétaire général, n'est pas seulement une méthodologie de transformation organisationnelle, c'est un nouveau paradigme de développement humain. Isabelle, connectée par visioconférence, depuis le Centre européen, partagea comment le modèle influençait même les institutions les plus traditionnelles de l'Union européenne. C'est comme si nous avions trouvé un langage universel de changement positif. Thomas, qui était devenu l'un des principaux chercheurs de l'impact mondial de la méthode, présenta une étude longitudinale impressionnante. Le plus fascinant est comment l'impact se multiplie exponentiellement. Chaque personne transformée devient un catalyseur de changement dans sa propre sphère d'influence. À la fin de l'événement, Sophie trouva un moment de tranquillité dans l'un des jardins du complexe de l'ONU. Observant le coucher de soleil sur Manhattan, elle réfléchissait au parcours extraordinaire qu'elle avait vécu. « Tu sais ce qui est le plus beau ?» commenta Élise, la rejoignant. « Comment tout cela a commencé avec une jeune dirigeante qui a refusé d'accepter le statu quo dans une entreprise traditionnelle. » Sophie sourit, se souvenant de ses premiers jours chez Legrand. « La véritable transformation, répondit-elle, commence quand une personne décide que le changement est possible et se termine, en réalité, elle ne se termine jamais. Elle se transforme simplement et s'étend continuellement. » Son téléphone vibra avec un message de Linway. Le centre asiatique était sur le point de lancer un programme révolutionnaire de développement de jeunes leaders. C'était un autre pont construit vers l'avenir, un autre cercle de transformation qui s'étendait. Chaque histoire de transformation, pensa Sophie, observant les lumières de la ville commencer à s'allumer, est comme une étoile dans le ciel. Seule, elle peut sembler petite, mais ensemble, elles illuminent le chemin vers un avenir meilleur. C'était un matin spécial sur le campus de l'ITG à Paris. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette première réunion chez Legrand où tout avait commencé et Sophie s'apprêtait à faire une annonce importante. L'auditorium principal était comble, en présentiel et virtuellement, avec des personnes de tous les coins du monde qui avaient été touchées par la révolution silencieuse qu'elle avait initiée. « Quand j'ai commencé ce voyage, » débuta Sophie dans son discours, beaucoup m'ont dit que certaines choses ne changent jamais, que les structures de pouvoir sont immuables, que la tradition l'emporte toujours sur l'innovation. Elle fit une pause, regardant les visages attentifs dans l'audience. Aujourd'hui, nous sommes ici pour prouver que la seule véritable constante est le changement lui-même, pourvu qu'il soit mené avec intention, respect et sagesse. Le moment était significatif. Sophie annonçait la création de la Fondation Transformation Mondiale, une organisation indépendante qui étendrait encore davantage la portée du travail de l'ITG, se concentrant particulièrement sur les communautés et régions qui avaient le plus besoin de soutien pour leur développement. Élise Dumont, assise au premier rang, sourit en voyant son amie et partenaire de tant d'années sur scène. Elle savait que ce n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau cycle de transformation. La Fondation, poursuivit Sophie, sera un véhicule pour garantir que les principes de transformation consciente atteignent toujours plus de personnes, indépendamment de leur origine, leurs ressources ou leur localisation géographique. Philippe Legrand, fils maintenant un homme différent de ce PDG traditionnel d'il y a des années, se leva pour faire une annonce surprise. La Fondation Legrand offrait un fonds significatif pour garantir des bourses d'études perpétuelles pour les jeunes leaders issus de communautés défavorisées. « Sophie nous a enseigné, déclara-t-il, que le talent et le potentiel de leadership ne connaissent pas de barrières sociales ou économiques. Il est temps de transformer cette vérité en opportunités réelles. » Anne présenta les